Est-ce la révélation d'un nouveau scandale d'État? L'Élysée est accusé d'avoir caché un scandale sanitaire majeur, le scandale des eaux minérales Nestlé contaminées. Alors de quoi s'agit-il? De quoi l'entourage d'Emmanuel Macron est-il accusé? Et qui était au courant de cette affaire? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Alors c'est un sujet qu'on a déjà évoqué, mais ça me semblait important d'en reparler plus en détail aujourd'hui suite aux nouvelles révélations. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Bienvenue au passage à tous les nouveaux qui s'abonnent ces derniers jours. Alors tout a commencé en janvier 2024 lorsqu'une enquête du Monde et de Radio France a révélé que Nestlé, qui commercialise plus d'une bouteille d'eau sur 3 en France, avait utilisé des procédés de purification qui sont en théorie interdits pour traiter des eaux minérales. Bon, j'imagine bien qu'on n'est pas tous spécialistes sur la question des eaux minérales en France, donc pour bien comprendre de quoi on parle ici, en fait, quand on vend une eau dite de source ou d'eau minérale naturelle, en fait, celle-ci, elle ne doit subir aucune désinfection, à l'inverse par exemple de l'eau du robinet. Sauf que selon ces révélations, 30% des marques du groupe comme Vittel, Contrex ou encore Épar et Perrier auraient utilisé des techniques non conformes à la réglementation européenne pour les désinfecter. Et je vous passe les détails des techniques non conformes, ça peut être par exemple une injection de sulfate de fer, ça peut être aussi de la microfiltration, ça peut être aussi dans certains cas un mélange d'eau du robinet avec des eaux prétendument minérales. Ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le site d'investigation Mediapart, ces pratiques, elles ont été utilisées pendant une quinzaine d'années à partir de 2005, affectant plus de 18 milliards de bouteilles qui ont été commercialisées. Alors ici, ce que les autorités sanitaires reprochent à Nestlé, c'est d'avoir trompé les consommateurs sur l'origine et sur la qualité de l'eau en la présentant via le packaging, etc. comme une eau de source alors qu'elle subissait en fait des traitements. Et ces pratiques, ces traitements, en fait, ils ont été dissimulés. D'ailleurs, Nestlé serait même allé jusqu'à cacher des équipements de filtration dans des armoires électriques lors d'inspections sanitaires, selon un rapport qui a été remis en juillet 2022 au gouvernement de l'époque. Alors face à ces accusations, Nestlé a reconnu les faits, a donc échappé à un procès en acceptant de payer une amende de 2 millions d'euros en 2024 suite à une plainte de l'ONG de défense des consommateurs Foodwatch. Alors tout cela amène forcément deux questions importantes. Pourquoi est-ce que Nestlé avait recours à ces méthodes? Est-ce que c'était dangereux? Et que savait ensuite l'Élysée sur ces agissements? Alors en fait, selon les représentants de l'entreprise, les eaux des sites de Nestlé sont régulièrement contaminées par des bactéries, des polluants chimiques ou même des matières fécales. Et donc Nestlé, c'est leur discours en tout cas, estime s'être retrouvé contraint en quelque sorte de traiter cette eau pour pouvoir la commercialiser sans qu'elle présente un risque pour les consommateurs. Alors au passage, est-ce que cette eau commercialisée après un traitement est sûre? Eh bien Nestlé répond que oui et estime que justement c'est le traitement qui permettait de faire en sorte que cette eau était sûre. Mais certaines organisations comme Foodwatch estiment que en raison de ce traitement qui était donc réalisé de façon cachée, il y aurait tout de même un risque puisque c'est un traitement qui n'est pas fait en quelque sorte dans les normes. Et ces organisations l'an dernier appelaient encore à retirer de la vente certaines eaux. En gros, ce traitement était censé faire en sorte que l'eau soit buvable, sauf que c'est un traitement en théorie qui ne devait pas être pratiqué, d'où donc le doute sur cette pratique pendant plusieurs années. Alors près d'un an après ces révélations, il y a une commission d'enquête du Sénat qui a été lancée en novembre 2024 pour examiner les faits et plus largement en fait pour analyser le recours à des traitements illégaux de la part de Nestlé. Autre élément que l'on peut noter, le directeur général de Nestlé a expliqué la semaine dernière lors d'une audition que le groupe avait commandé une enquête interne dont les résultats seront partagés avec les autorités judiciaires. Ça c'est donc sur la question de Nestlé avec ce que l'on sait aujourd'hui. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle de l'Élysée et de potentiels scandales d'État, etc. Et bien en fait, je vous le disais, l'affaire elle est sortie début 2024, sauf que Nestlé avait en réalité informé le gouvernement de ses pratiques, et ce dès 2022, selon plusieurs révélations. C'est d'ailleurs pour cette raison que la commission souhaitait auditionner Alexis Kohler début avril. Alexis Kohler, alors il a quitté son poste récemment, mais il était secrétaire général de l'Élysée. C'était donc en quelque sorte le numéro 2 de l'Élysée. Sauf que Alexis Kohler a refusé de se présenter, invoquant, je cite, la séparation des pouvoirs. À noter que selon une ordonnance de 1958, toute personne qui ne comparaît pas devant une telle commission risque en théorie 2 ans de prison et 7 500 € d'amende. Bon, par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'à la place de cette audition, l'Élysée a tout de même transmis 74 pages de documents qui montrent les échanges réguliers entre Nestlé et la présidence. Alors pour le sénateur socialiste Alexandre Ouizille, qui est le rapporteur de cette commission d'enquête, ces documents, ils prouvent que l'Élysée savait que Nestlé trichait depuis des années
au moins donc depuis l'année 2022. Et dans le détail, en fait, il y aurait eu une première rencontre entre Alexis Kohler et le directeur général de Nestlé à l'été de cette année-là. Et d'après le sénateur, je cite, un usage trop important de filtration pour corriger la qualité des eaux Vittel, Contrex et Épar aurait été mentionné lors de cet échange entre l'Élysée donc et Nestlé. A priori donc, Alexis Kohler était au courant que Nestlé vendait de l'eau qui était contaminée puis traitée de façon illégale. Plus largement, entre juillet 2022 et septembre 2022, les ministères de l'économie et de la santé de l'époque, mais aussi les cabinets d'Elisabeth Borne, qui était alors première ministre, auraient été tenus informés des fraudes de Nestlé. Autre élément qu'on peut noter, en janvier 2023, le directeur général de la santé de l'époque, Jérôme Salomon, avait recommandé dans une note de suspendre immédiatement plusieurs sites de Nestlé en France. Sauf que, d'après Radio France et Le Monde, Nestlé aurait fait du lobbying auprès de l'État pour tenter donc d'influencer les décisions du gouvernement et défendre ses intérêts. Et finalement donc, effectivement, il y avait eu une dérogation qui avait été accordée permettant à Nestlé de remplacer des filtres à charbon et les traitements UV qui sont des méthodes interdites en France par un système de microfiltration. Et à l'époque, l'exécutif avait choisi de ne pas saisir la justice. Alors maintenant, que sait-on du lien entre cette affaire et Emmanuel Macron directement? Alors pour le contexte, ce que l'on peut noter, et ça on le sait depuis des années, ça avait été révélé par plusieurs médias, c'est que Emmanuel Macron, avant qu'il s'engage en politique, il était banquier d'affaires et il avait notamment gagné près d'1 million d'euros de commission en menant une négociation avec Nestlé. Par ailleurs, un poste à la direction française du groupe lui avait été proposé, poste qu'il avait alors refusé avant ensuite donc de s'engager en politique. Bon, mais ça c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, ça fait des années qu'on le sait. Maintenant, sur cette affaire précisément, à date, aucun média n'a prouvé que Emmanuel Macron lui-même, dans le sens en personne, était au courant de cette affaire. Par ailleurs, vous l'imaginez, des journalistes lui ont posé la question. Début 2024, Emmanuel Macron avait démenti être au courant de ce dossier, affirmant qu'il n'y avait eu, je cite, ni entente ni connivence entre l'Élysée et Nestlé, malgré donc ces révélations qui ont été faites par certains médias. Bref, pour résumer donc, il n'y a pas eu de révélation de la part de médias concernant une implication d'Emmanuel Macron en personne. Par contre, plusieurs médias ont révélé que l'Élysée était au courant depuis des années. Voilà en tout cas pour ce que l'on sait aujourd'hui, ça me semblait intéressant de faire un point là-dessus. Je vous tiens au courant évidemment directement sur Instagram dans les prochains jours si on a du nouveau. N'hésitez pas à vous abonner. Le nom du compte sur Instagram c'est Hugo Décrypte. Vous êtes plus de 4 millions là-bas. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions ou des suggestions. Je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous, on commence avec cette actu. Au moins 25 personnes ont été tuées ce jeudi à Gaza dans des bombardements israéliens sur des tentes de déplacés. La plupart des victimes sont des femmes et des enfants selon la défense civile palestinienne. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas encore commenté ces informations alors qu'elle a intensifié ses bombardements et élargi ses opérations terrestres dans la bande de Gaza depuis le 18 mars et la reprise de son offensive. D'ailleurs, l'armée israélienne a affirmé ce mercredi avoir transformé près d'un tiers du territoire palestinien en périmètre de sécurité. Concrètement, ça signifie que cette zone est sous contrôle de l'armée israélienne pour, je cite, faire tampon entre l'ennemi et les communautés israéliennes. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou estime notamment qu'une forte pression militaire forcerait le Hamas à rendre les otages israéliens encore détenus à Gaza. Concernant la situation humanitaire à Gaza, elle est d'ailleurs, je cite, probablement la pire depuis le début des hostilités il y a 18 mois selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU. Israël bloque l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza depuis le 2 mars. À noter qu'une nouvelle manifestation contre le Hamas a aussi eu lieu ce mercredi dans le nord de Gaza. Selon des vidéos tournées sur place, des manifestants palestiniens scandaient notamment des slogans affirmant qu'ils voulaient vivre en paix. Deuxième actu, l'Iran n'est pas loin de disposer de l'arme nucléaire, c'est ce qu'a affirmé ce mercredi le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'organisation internationale de l'ONU qui analyse l'utilisation de l'énergie nucléaire dans le monde. En fait, ça fait plusieurs années que de nombreux pays, et notamment les États-Unis, soupçonnent l'Iran de vouloir obtenir la bombe atomique. Mais de son côté, l'Iran a toujours rejeté ces affirmations en expliquant développer son nucléaire à des fins civiles, notamment pour l'énergie. Mais donc ce mercredi, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique était en visite en Iran et a affirmé, je cite, que l'Iran a les pièces pour se doter de l'arme nucléaire et qu'il pourrait éventuellement un jour les mettre ensemble. A noter que de nouvelles négociations sont prévues ce samedi entre les États-Unis et l'Iran. L'objectif est notamment de trouver un compromis. L'Iran limiterait son programme nucléaire en échange d'un allègement des sanctions économiques américaines qui empêchent le pays de se développer comme il le souhaiterait. On suivra ça. Troisième actu, ça concerne l'abbé Pierre qui est accusé depuis juillet 2024 de violences sexuelles commises entre les années 1950 et les années 2000, dont un viol sur mineur. Et bien le Vatican aurait été au courant de cette situation dès 1955 selon un livre enquête publié ce jeudi. Dans leur livre L'abbé Pierre, la fabrique d'un saint, les journalistes qui ont consulté les archives du Vatican affirment que le haut clergé français et le Saint-Siège avaient été alertés par des cardinaux américains et canadiens en 1955. Le pape François avait de son côté assuré en septembre que le Vatican était au courant, mais seulement depuis la mort de l'abbé Pierre en 2007. En tout cas, la conférence des évêques de France a annoncé ce
ce jeudi qu'elle allait se rapprocher du Vatican pour, je cite, faire la lumière sur de nouveaux éléments dont elle n'avait pas eu connaissance. Quatrième actu, les intoxications au protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant, sont en hausse continue depuis 2020 selon l'ANSM, l'ANSES et Santé publique France. Il s'agit d'un gaz vendu sous forme de cartouche et normalement utilisé en cuisine, mais son usage est détourné depuis plusieurs années pour ses effets euphorisants de courte durée. Dans un communiqué commun publié ce mercredi, les agences affirment notamment que sa consommation répétée et à forte dose peut entraîner des complications graves, allant de symptômes psychiatriques jusqu'à l'incapacité de marcher, à tel point que pour la première fois en 2023, des nouveau-nés ont présenté des troubles neurologiques à la naissance après avoir été exposés dans l'utérus au protoxyde d'azote ingéré par leur mère pendant sa grossesse. Une loi est d'ailleurs actuellement étudiée en France pour prendre des mesures de restriction sur ce gaz alors que sa vente est déjà interdite aux mineurs depuis 2021. Cinquième actu au Royaume-Uni, et c'est une décision qui était attendue depuis longtemps. La Cour suprême britannique, donc la plus haute juridiction du pays, a jugé ce mercredi que la définition juridique d'une femme reposait sur son sexe biologique et non sur son genre. C'est un débat qui opposait le gouvernement écossais, très engagé en faveur des droits des personnes transgenres, et l'association For Women Scotland. Le gouvernement écossais défendait l'idée qu'une femme transgenre, donc une personne née avec un sexe masculin mais qui se considère comme une femme, devait bénéficier des mêmes protections que les personnes nées biologiquement femmes, mais l'association contestait cette vision, estimant que la loi devait se référer uniquement au sexe biologique, ce que la justice a donc finalement confirmé. L'association avait notamment reçu le soutien de l'autrice de Harry Potter, J.K. Rowling, qui vit en Écosse et qui a multiplié les prises de position sur le sujet, estimant que les femmes transgenres ne sont pas des femmes. Le truc, c'est que ce jugement inquiète les associations LGBT+, qui craignent désormais que les femmes transgenres ne puissent plus accéder à certains espaces et services non mixtes. C'est par exemple le cas des centres d'hébergement pour femmes, les services hospitaliers, les prisons, les toilettes publiques ou encore les groupes de soutien. On suivra ça. Et on termine avec cette actu. Gisèle Pellicot et le nageur Léon Marchand sont présents dans la liste des 100 personnes les plus influentes de 2025, publiée ce mercredi par le prestigieux magazine américain Time. Ce sont les deux seules personnalités françaises de ce classement, établi par rapport aux recommandations de journalistes et aux votes d'experts et d'anciens lauréats. En février, Gisèle Pellicot avait déjà été désignée comme l'une des femmes les plus influentes de la planète par le même magazine. Elle est devenue le symbole mondial de la lutte contre les violences sexuelles après avoir demandé à rendre public le procès de son ex-mari et de 50 autres hommes condamnés pour l'avoir violée pendant des années alors qu'elle était droguée. Merci beaucoup Samy pour ces actualités en bref. Voilà donc pour les actualités aujourd'hui. Si vous voulez plus d'actu, rendez-vous directement sur Instagram. On poste régulièrement de l'actualité au quotidien avec des vidéos mais aussi des posts dès qu'il se passe des actualités importantes pour vous donner les premières infos. Le nom du compte c'est donc Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.